Merci à vous d'être en direct sur Sud Radio ce matin, fidèle au rendez-vous Vos Animaux. Et d'ici une dizaine de minutes, vous découvrirez l'histoire d'un veto à l'ancienne, comme il aime le dire, le docteur Grand Colo, qui reviendra pour nous sur plusieurs décennies de pratique de son métier dans sa clinique vétérinaire de Deauville, où il soigne des chiens, des chats, des chevaux et un tas d'autres animaux. Mais tout de suite, c'est notre séquence à l'état sauvage. Sud Radio Vos Animaux, à l'état sauvage. Et ce matin, j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Gauffier, directeur des programmes au WWF France. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans votre dernier rapport, le WWF déplore la perte d'au moins 43 millions d'hectares de forêt entre 2004 et 2017. Un constat alarmant sur la situation des forêts mondiales. Et avec vous, on va parler bien sûr de l'impact de cette déforestation sur la faune dans ces différents pays. Mais d'abord, Arnaud, peut-être pouvez-vous nous décrire un petit peu cette situation que vous expliquez dans ce rapport. 43 millions d'hectares de forêts disparus en finalement une grosse dizaine d'années. Ça concerne à peu près combien de régions du monde ? Alors oui, ce qui est important de souligner, c'est que là, on s'est en plus focalisé uniquement sur les forêts tropicales. Donc on n'a pas considéré les forêts tempérées ou les forêts boréales, ce qui se passe en Sibérie par exemple, qui est aussi catastrophique. 43 millions d'hectares, pour bien se rendre compte, c'est à peu près 80% de la surface de la France métropolitaine, donc c'est une surface considérable. Et ça touche toute la bande tropicale, toutes les forêts tropicales, donc le bassin amazonien qu'on a tous en tête, oui, mais des régions comme le Cerrado aussi, qui sont une région un peu plus au sud de l'Amazonie, qui est un peu moins connue, mais qui est très riche aussi en biodiversité, en faune. Le bassin du Congo, en Afrique centrale, Madagascar, l'Asie du Sud-Est, l'Indonésie, Bornéo et l'Australie. Alors avant de développer avec vous l'impact de cette déforestation sur la faune de ces différentes régions du globe, peut-être faut-il une fois de plus revenir sur l'origine de cette déforestation. Pourquoi coupe-t-on ces forêts ? Alors les causes, elles sont multiples. On va souvent penser à l'exploitation du bois. Oui, c'est une cause de déforestation. C'est pas la cause majeure. La cause principale à l'échelle mondiale et pour les zones tropicales, c'est l'extension de l'agriculture. Donc on a besoin de plus en plus de surfaces agricoles pour nourrir du bétail, pour faire pousser du soja. Et nous, en Europe, finalement, ça peut nous paraître très loin puisque c'est de la déforestation qui a lieu dans la zone tropicale, donc loin de chez nous. On se dit on n'a pas forcément d'impact à notre niveau. Et en fait, si, puisqu'on importe chaque année, je prends juste un exemple, mais il y en a d'autres, on importe beaucoup de matières premières qui sont issues de cette déforestation. Oui. La première étant le soja pour nourrir nos animaux d'élevage. On importe un peu plus de 3 millions de tonnes en France, 35 millions de tonnes en Europe. L'Union européenne serait visiblement responsable de près de 10% de la déforestation mondiale de par ses importations. C'est ça, uniquement via les importations, un peu plus de 10% de la déforestation mondiale. Donc si on veut avoir un impact, si on veut essayer de laisser un peu d'air libre aux forêts, il y a un moyen assez simple à titre individuel, c'est de manger moins de viande et puis de manger de la meilleure viande, c'est-à-dire nourrie, sans soja importé, donc avec de l'alimentation locale. Alors la déforestation, on le sait, mais là encore, c'est peut-être aussi important de le rappeler, elle a déjà en premier lieu un impact sur le réchauffement climatique, parce que ces forêts jouent un rôle dans la régulation du climat à l'échelle de la planète. Exactement, quand ces forêts brûlent, elles relarguent du CO2, du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, donc elles contribuent au réchauffement climatique. Et en plus de ça, le fait de les détruire, ça prive l'humanité de ce qu'on appelle un puits de carbone, puisque quand les forêts poussent, elles absorbent du CO2 de l'atmosphère et elles le stockent. Elles le retirent de l'atmosphère et donc limitent le réchauffement climatique. Donc on a un double effet. Alors c'est vrai que la crise du Covid a malheureusement fait un peu oublier cet enjeu climatique au niveau mondial et donc l'enjeu lié à la déforestation et à la lutte contre cette déforestation, parce que tous les efforts de la planète se sont tournés vers la lutte contre ce coronavirus. Mais peut-être faut-il aussi souligner que tout cela n'est peut-être qu'un seul et même combat, parce que aujourd'hui la pandémie que nous subissons est en lien étroit avec notre trop grande proximité avec la faune sauvage.
Exactement. La déforestation, lutter contre la déforestation, c'est une manière d'anticiper et de se prémunir de nouvelles crises sanitaires comme le coronavirus. Là, on est dans le curatif actuellement, mais il faudrait faire un peu plus de préventif en préservant les forêts. Alors bien sûr, cette émission, elle est consacrée aux animaux. Donc ce qui nous intéresse très particulièrement ce matin, c'est que vous nous expliquiez les conséquences de cette déforestation sur la faune. D'abord, peut-être parlons de l'Asie du Sud-Est. En Asie du Sud-Est, les exemples sont assez connus depuis longtemps. Les questions de déforestation liées à la production de huile de palme sont un peu dans toutes les têtes, mais avec des impacts forts sur l'habitat des orang-outans, par exemple, qui sont maintenant réellement à risque de disparition sur Bornéo, l'île de Bornéo. Toujours sur Bornéo, si on se place un peu sur un autre front de déforestation, dans les zones de mangroves, les zones de mangroves aussi sont vraiment impactées pour favoriser l'élevage de crevettes. Et encore une fois pour l'exportation en Europe encore. Donc même les crevettes qu'on importe d'Asie du Sud-Est ont un impact sur la forêt. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le cas. Et là, c'est par exemple le nasique, qui est le singe nasique, qui est très très fortement impacté, qui est une espèce endémique de Bornéo et qui commence à être à risque de disparition. Donc finalement, notre consommation quotidienne a vraiment un impact sur ces espèces que pourtant on admire et auxquelles, je pense, la plupart d'entre nous n'avons pas envie de porter atteinte, mais on ne s'en rend pas compte par nos gestes du quotidien, par notre consommation, par nos achats. Eh bien, on atteint directement ces espèces. Est-ce qu'en Amazonie, c'est la même chose, Arnaud Goffier ? En Amazonie, c'est un peu pareil. On citait l'exemple du soja. Donc, de plus en plus de surfaces de soja cultivées pour importer et nourrir des volailles, des porcs, des vaches laitières en Europe. Et ça, c'est l'habitat, par exemple, du fourmilier géant, qui est une espèce assez très caractéristique du Cerrado et du sud de l'Amazonie. Le fourmilier, c'est vraiment, faut aller le voir en photo ou en vidéo. C'est quand même assez marrant comme animal. Avec sa grande langue. Exactement, et c'est un animal qui est endémique de cette zone, tout comme le loup à crinière. Oui. Le loup à crinière, c'est un superbe animal. C'est un peu un loup très très haut sur pattes, de couleur roux et avec une petite crinière un petit peu comme un lion. Donc c'est un mélange entre un loup et un lion. C'est très particulier comme espèce et c'est complètement endémique du Cerrado. Et finalement, qu'est-ce qui se passe si ces espèces disparaissent ? Quelles sont les conséquences pour la planète ? Les espèces qui disparaissent, ça a des conséquences en cascade, c'est-à-dire que derrière, ça affaiblit les écosystèmes et le fonctionnement des écosystèmes. Donc tout simplement, ça a été montré, si vous avez des espèces d'oiseaux qui disparaissent, derrière, la dissémination des plantes via les fientes des oiseaux, via leurs excréments, se fera moins bien. Et donc les forêts peuvent être menacées parce que les espèces d'oiseaux ont disparu. Ou alors, la disparition des espèces, on parlait du stockage de carbone, la disparition des oiseaux ou d'autres mammifères, d'autres types de mammifères, par exemple, peut mettre à mal la capacité de stockage de carbone des forêts, puisqu'elles se régénéreront moins vite. Est-ce que l'Afrique est concernée au même titre que l'Asie du Sud-Est ou l'Amazonie dont on vient de parler ? Alors l'Afrique jusqu'à présent, et notamment le bassin du Congo, donc vraiment le cœur de l'Afrique, la RDC, le Congo-Brazzaville, le Gabon, étaient assez préservés de cette déforestation à échelle industrielle. Là, on a des signaux inquiétants. On voit des plantations industrielles d'huile de palme et de cacao qui sont des projets qui sont en cours. Et donc oui, ça augmente. Les fronts se déplacent en Afrique centrale, avec là toutes les espèces de grands singes qui sont menacées. Et notamment les gorilles. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il existe des solutions ? Parce que là, on fait un constat qui est un constat alarmant, mais que faudrait-il faire pour éviter d'aggraver encore la situation, voire de revenir à une situation plus équilibrée ? Alors, il y a des solutions à différents niveaux. À l'échelle individuelle, je vous en parlais, manger moins de protéines animales, moins de viande, moins de poissons d'élevage, parce que les poissons d'élevage consomment aussi beaucoup de soja. Ça, c'est une solution assez simple. Moins et mieux, donc du local, nourri à l'herbe pour les vaches, pour les bovins, nourri avec des protéines végétales, des céréales
cultiver localement pour les volailles, les porcs. Ça, c'est une première solution. Est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, le niveau d'information des consommateurs est suffisamment élevé pour qu'on ait conscience réellement de ce que l'on achète et qu'on ait cette connaissance ? Ah non, pas du tout, absolument pas. Hein. Sur la question liée au soja, par exemple, et l'alimentation des animaux, il y a très peu de transparence. Et il y a d'autant moins de transparence que rien ne vous garantit, quand vous allez acheter votre poulet à 10 km de chez vous, directement chez le producteur, qu'il n'a pas été nourri avec du soja qui provient du Brésil et issu de la déforestation. Il faut lui poser la question pour le savoir, en fait. Donc c'est peut-être aussi sur ce point-là qu'il faudrait travailler, parce que je ne doute pas que beaucoup de consommateurs aient envie de bien faire. Simplement, ils n'ont pas forcément l'information à disposition. Oui, tout à fait. Alors là, je vous parlais des solutions à l'échelle individuelle. Oui. Il y a effectivement après un problème d'information, donc l'affichage environnemental qui est quelque chose qui est en train de se développer, comme on a le Nutri-Score sur les aliments. Avec ces lettres qui nous indiquent la qualité nutritionnelle des aliments que l'on achète. Exactement. On va peut-être aller vers la même chose du point de vue de l'impact environnemental des aliments. Donc ça, c'est une première façon d'informer le consommateur. Et puis après, au niveau réglementaire, l'Union européenne là, est en train de plancher sur une réglementation pour interdire l'importation des matières premières issues de la déforestation en Europe. Donc ça veut dire qu'en 2022, si ça s'est adopté, on ne pourra plus importer de soja, d'huile de palme, de cacao, de café issus de la déforestation. On continuera à en importer, mais il faudra que ce soit garanti. Zéro déforestation. Vous qui êtes très impliqué sur l'ensemble de ces sujets, est-ce que vous avez l'impression que les décideurs au niveau européen vraiment commencent à prendre conscience de l'importance de faire des efforts sur tous ces sujets ? Ça commence. Ou est-ce qu'on est simplement dans une posture ? Non, ça commence. Le fait qu'on ait ces discussions sur une loi, c'est vraiment un signe de prise de conscience. Mais c'est aussi la conséquence du fait que toutes les initiatives volontaires, c'est-à-dire non réglementaires, n'ont pas marché. Ça fait 15 ans que les gouvernants et les entreprises jurent la main sur le cœur qu'ils mettront fin à la déforestation. D'ailleurs, tout le monde s'était engagé, gouvernement comme entreprise, à arrêter la déforestation en 2020. Oui. On voit que personne n'y est parvenu. Et la crise actuelle donc, du Covid, certainement, n'aide pas dans cette situation, j'imagine. Complique les choses pour vous au niveau associatif ? Alors oui, ça complique les choses, tout simplement d'un point de vue de nos opérations sur le terrain déjà. Ça, c'est une première chose, mais bon, comme pour tout le monde. Comme pour tout le monde, oui. Ça complique les choses aussi, évidemment, la situation économique complique les choses pour avoir aussi récupéré des financements. Ça, c'est clair, mais c'est la situation est la même pour tout le monde aussi. Et puis, vous l'avez dit, l'agenda, les priorités ont un peu changé. On est vraiment sur une priorité sanitaire actuellement. Mais encore une fois, je le répète, si on veut pour éviter les nouvelles crises du type Covid, il faut préserver les forêts. On sait très bien que ce type de pandémie est lié aux atteintes à l'environnement. C'est la même chose pour Ebola. Ebola, c'est issu de la viande de brousse, donc c'est issu du fait qu'on aille chasser et manger des animaux sauvages, et c'est ce qui a fait passer Ebola à l'homme. Eh bien, merci beaucoup Arnaud Goffier pour l'ensemble de ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur des programmes au WWF France et que votre association vient de publier un nouveau rapport sur l'état de la déforestation mondiale. Merci à vous, très bon week-end. On marque à nouveau une courte pause et on se retrouve juste après.